La forêt canadienne a toujours été une extension de moi-même. D'aussi loin que je me souvienne, le froid mordant de la Saskatchewan est familier, et pendant plus de 30 ans, j'ai été chasseur. Mais à 52 ans, il est difficile de se débarrasser d'une passion. Je m'appelle Jean-Claude Brunet, et bien que retraité, le besoin d'une dernière chasse m'a ramené sur la glace. Ce n'était pas une chasse ordinaire, ce serait le dernier. Le légendaire loup blanc, une ombre au fond de la forêt, quelque chose que j'avais toujours éludé, est devenu mon objectif. Les autres chasseurs m'ont dit que la bête était un mythe, une histoire pour effrayer les enfants. Mais je l'ai vu une fois, il y a de nombreuses années, ses yeux argentés brillant sous la pleine lune, provocateur. Cette vision ne m'a jamais quitté. Maintenant, vers la fin de ma carrière, j'étais déterminé à prouver que j'étais toujours capable de capturer le plus grand trophée de tous. C'était une question de fierté, une façon de montrer que l'âge n'avait pas diminué ma valeur en tant que chasseur. Avec mon fusil en remorque et un sac à dos léger avec suffisamment de provisions pour 2 jours, je suis parti seul vers la forêt. L'ancienne cabane, une construction en bois rustique et vieilli, m'a servi de point de départ. L'endroit avait des histoires, des murmures de chasseurs qui ont disparu sans laisser de traces. Cependant, j'ai toujours été sceptique à l'égard de ces histoires. C'étaient des histoires que les gens racontaient autour du feu de camp, et je n'ai jamais cru qu'une personne expérimentée comme moi puisse être l'une de ces victimes. Les premiers jours ont été normaux. L'air était pur, et le silence de la forêt apportait un sentiment de paix. Je savais où aller, les endroits où je chassais. Les empreintes de pas dans la neige et le chant des oiseaux me guidaient. Mais le deuxième jour, une étrangeté a commencé à se manifester. En suivant les sentiers, j'ai commencé à remarquer des marques qui n'étaient pas les miennes. De grandes empreintes de pas profondes qui semblaient provenir d'un seul animal. Le sentiment que le loup était à proximité a commencé à envahir mon esprit. Je savais que ce n'était une question de temps avant que je ne le trouve. La journée s'écoulait lentement, et je suivais les marques avec l'espoir croissant que je me retrouverais bientôt face à face avec la créature qui m'avait fasciné pendant si longtemps. Cependant, au fur et à mesure que je progressais, quelque chose a commencé à me déranger l'esprit. Les empreintes ne ressemblaient pas à celles d'un loup qui s'enfuyait. Au contraire, il semblait provenir d'un loup qui me guidait, presque comme s'il me conduisait plus profondément dans les bois. Le soleil commençait à se coucher quand je trouvais le premier signe. Un camp, désolé et oublié. Des tentes déchirées et des restes d'équipements éparpillés dans la neige, comme si les occupants étaient partis à la hâte. Un frisson m'a parcouru l'échine quand j'ai réalisé que cet endroit avait été habité. J'étais prudent en m'approchant. Le vent mordant semblait porter des échos de voix du passé, et en examinant le camp, je me suis rendu compte que c'était comme si la forêt me regardait. Chaque pas que je faisais, chaque geste que je faisais, semblait résonner dans le silence oppressant. Il y avait des morceaux de nourriture non consommés et d'équipements de chasse laissés derrière, et un sentiment croissant que ceux qui étaient là n'étaient pas seulement des chasseurs, mais peut-être qu'ils étaient perdus dans l'immensité du désert glacé. Au fond de mon esprit, une voix murmurait que je n'étais pas le seul à être allé dans cette forêt à la recherche d'un trophée. Au bout d'un moment, j'ai quitté le campement, mais le sentiment d'inconfort ne m'a pas quitté. Les empreintes du loup continuaient à me guider, et à chaque pas, je réalisais que je n'étais plus seul. Chaque arbre semblait vivant, chaque ombre plus épaisse, et le soleil disparaissait rapidement, comme pour cacher les secrets de la forêt. Les marques sur la neige devenaient de plus en plus évidentes, et je me perdais dans un labyrinthe de pensées. Cette nuit-là, l'obscurité s'est abattue sur moi comme un lourd manteau. J'ai décidé d'installer un petit campement dans une clairière que j'ai trouvée. J'ai allumé un feu, et la lumière dansante a semblé apporter un peu de réconfort. Mais même ainsi, le froid a pénétré ma peau, et le sentiment que quelque chose n'allait pas s'est accru à chaque instant. Le silence était palpable, je n'entendais que le crépitement du bois qui brûlait, et la solitude commençait à m'affecter. Les heures s'écoulèrent, et bientôt je me retrouvais anxieux, agité. Le hurlement d'un loup au loin fendait le silence comme un couteau.
Mon cœur s'est emballé et une poussée d'adrénaline m'a submergé. C'était la première fois que j'entendais ce son depuis mon arrivée. Le loup était proche, mais en même temps, quelque chose en moi a commencé à changer. Ce qui a commencé comme de l'excitation s'est rapidement transformé en un sentiment d'être observé. C'était comme si la forêt elle-même se cachait et me regardait. Au bout de quelques heures, j'ai pu dormir, mais non sans faire des rêves troublants. J'ai rêvé que j'étais poursuivi, non pas par un loup, mais par des ombres qui dansaient autour de moi. Je me suis réveillé avec le cœur qui battait la chamade et l'esprit confus. J'ai regardé autour de moi et tout semblait pareil. Les arbres se dressaient comme des sentinelles dans l'obscurité. Le deuxième jour a apporté son lot de nouvelles surprises. J'ai décidé de continuer la chasse, sentant que la présence du loup me guidait. Mais à chaque pas, la forêt devenait plus dense et les marques sur la neige plus évidentes. J'ai trouvé d'autres camps abandonnés, mais cette fois-ci, ils étaient différents. Les signes étaient plus inquiétants. Quelque chose s'était passé là-bas, des traces d'une bagarre, des effets personnels laissés derrière, et un sentiment de désespoir flottait dans l'air. Les arbres semblaient cacher des secrets, et à chaque nouvelle découverte, mon cœur battait plus vite. Des questions ont commencé à se poser. Où étaient ces chasseurs? Que leur était-il arrivé? Je ne voulais pas me laisser emporter par la peur, mais l'idée que je pourrais être la prochaine victime de la forêt a commencé à me tourmenter. Chaque ombre qui bougeait était un rappel qu'il n'était pas le bienvenu là-bas. C'est à la tombée de la nuit, alors que j'essayais de retourner à mon campement, que la véritable horreur s'est révélée. Le chemin qui m'avait autrefois semblé dégagé était maintenant recouvert d'une épaisse couche de neige, et les marques du loup, autrefois évidentes, devenaient floues et confuses. Le froid augmentait et l'obscurité semblait s'épaissir de minute en minute. Le silence était maintenant assourdissant, et je ne pouvais plus distinguer entre les bruits de la forêt et les échos de ma propre peur. Et puis j'ai entendu un hurlement se rapprocher. C'était profond et guttural, et ce n'était pas une simple vocation. C'était un message, un avertissement. Mon cœur battait la chamade et je ne pouvais plus ignorer la vérité. Le loup ne se contentait pas de me guider, il me chassait. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup. Je n'étais pas le chasseur, j'étais la proie. Désespéré, j'ai commencé à courir. La neige s'est enfoncée sous mes pieds, faisant de chaque pas un défi. Les arbres semblaient bouger, fermer le chemin derrière moi, et l'obscurité s'avançait comme une ombre implacable. La peur et l'adrénaline dominaient, et les marques dans la neige sont devenues un enchevêtrement déroutant, un labyrinthe dont je ne pouvais pas m'échapper. Chaque fois que je regardais en arrière, je ne voyais que l'obscurité. Mon instinct me dit que le loup était proche, et alors que j'essayais de trouver une issue, un sentiment d'impuissance commença à se répandre en moi. Ce que je considérais comme une tradition se transformait en cauchemar. Je n'étais plus le chasseur. J'étais un homme perdu dans un monde qui n'était plus le mien. La vue d'un autre camp abandonné m'a coupé le souffle. Mais ce que j'ai trouvé n'était pas un abri, c'était un avertissement. La neige avait recouvert la scène, mais à mesure que je m'approchais, la vue d'un feu éteint et de marques de griffes sur les arbres me fit comprendre que ceux qui avaient été là n'étaient que des ombres oubliées. Ce qui n'était qu'un rêve de chasse s'est transformé en cauchemar. Je n'avais nulle part où aller. La forêt semblait avoir une vie propre, et les ombres ont commencé à danser autour de moi. Le hurlement du loup était maintenant un chant de guerre qui résonnait dans mon esprit. Le désespoir s'empara de moi, et je ne savais plus si j'étais éveillé ou en train de rêver. La seule chose que je savais, c'est que j'étais perdu et que la forêt me consumait. Alors que je m'éloignais de ce camp, une pensée troublante a commencé à me hanter. Et si je ne partais jamais? L'idée de devenir une autre victime de la forêt, un autre nom oublié dans une histoire de chasseurs disparus, était plus que je ne pouvais supporter. La panique grandit, et la lumière de la lampe de poche vacilla dans mes mains. J'ai décidé de rebrousser chemin, de courir là où ma mémoire me guidait, mais au fur et à mesure que je courais, le blizzard a commencé à s'intensifier. Le vent hurlait, comme si la forêt protestait contre ma présence. Le sentiment d'être observé augmentait,
et je ne savais pas si c'était le loup ou la forêt elle-même qui me traquait. À ce moment-là, une ombre est apparue devant moi, une figure majestueuse et terrifiante, le loup blanc. Il resta là, avec ses yeux d'argent qu'il connaissait si bien, et pendant un bref instant, tout resta silencieux. Le temps s'est arrêté. En regardant dans les yeux du loup, j'avais l'impression d'être jugé, comme si on me rappelait toutes les erreurs que j'avais commises dans la vie, toutes les fois où j'avais été arrogant et n'avais pas tenu compte des avertissements de la nature. La forêt se refermait autour de moi, et je savais qu'il était trop tard. Le loup n'était pas là pour m'attaquer. Il était un gardien, et j'étais l'intrus. Le désespoir s'empara de moi, et à mesure que le loup s'approchait, le sentiment d'impuissance se transforma en acceptation. J'ai accepté qu'il s'agissait d'un homme perdu qui avait atteint la fin de la ligne. La dernière chose dont je me souviens, c'est du regard du loup, profond et sage. Le froid m'envahit et les ténèbres s'approfondissaient. Je me suis laissé aller. Le loup m'observa alors que je disparaissais dans l'ombre de la forêt, et le hurlement qui s'ensuivit résonna comme un chant d'adieu. Je ne suis plus un chasseur. Je ne suis qu'une ombre dans la forêt. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. La pression au bureau devenait insupportable, comme un poids énorme qui m'écrasait chaque jour. Le bruit incessant des téléphones qui sonnent, les discussions animées sur les projets et la demande constante de rapports me laissaient épuisé. C'était comme si la routine drainait l'essence de ma vie, m'étouffant lentement. En tant qu'ingénieur civil, je savais que la responsabilité de chaque projet me pesait. Mais ce n'était pas seulement le stress. C'était le sentiment d'être piégé dans un cycle sans fin. C'est ainsi que j'ai décidé que j'avais besoin de sortir, de m'évader vers un endroit où le monde moderne ne pouvait pas m'atteindre. La forêt noire en Allemagne a toujours été un endroit qui a piqué ma curiosité. Je me souviens d'avoir entendu des histoires sur la beauté de ces sentiers et la tranquillité qui se cachait sous l'épaisse canopée des arbres. C'était le refuge parfait que je cherchais. Avec un week-end de libre devant moi, j'ai fait mes valises avec mon sac à dos, de l'eau, des collations et, bien sûr, une carte que, honnêtement, je savais que je n'allais pas utiliser. Je me suis toujours fié à mon intuition lorsqu'il s'agissait de faire de la randonnée. Arrivé à l'entrée du sentier, j'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air frais et pur envahir mes poumons. La ville semblait être un monde lointain. La forêt noire s'étendait devant moi comme une invitation silencieuse, promettant la paix et la solitude. Il était excité et en même temps un peu nerveux. Après tout, je n'avais prévenu personne de mon sort. C'était une retraite personnelle, quelque chose juste pour moi, une évasion nécessaire. J'ai choisi un chemin moins fréquenté, un sentier que j'avais lu sur des forums de trekking, recommandé par d'autres randonneurs qui cherchaient aussi à se perdre dans l'immensité de la forêt. Lorsque je m'engageais dans le sentier, les arbres s'élevèrent tout autour de moi, immenses et imposants, tels les gardiens d'un ancien secret. Le bruit des feuilles sèches sous mes pieds était le seul bruit qui brisait le profond silence. J'étais enfin loin du stress, de la pression du travail, et cela m'a rempli d'un plaisir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Au fur et à mesure que je marchais, la tranquillité de la forêt a commencé à m'envahir. Le temps semblait ralentir, et chaque pas m'éloignait de ma vie quotidienne. Mais après quelques kilomètres, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Au début, j'ai pensé que c'était juste mes propres pas qui résonnaient dans le silence, mais j'ai vite réalisé qu'il y avait quelque chose de plus. Des bruits de pas derrière moi. J'ai rapidement regardé par-dessus mon épaule, mais je n'ai rien vu, juste la végétation dense et les ombres projetées par les arbres. Me forçant à l'ignorer, je suis passé à autre chose, mais le sentiment que quelqu'un ou quelque chose était derrière moi n'a pas disparu. En fait, il semblait grandir. Je regardais une fois de plus, mais de nouveau il n'y avait rien. Le cœur battant, j'ai continué le long du sentier, essayant de me concentrer sur l'environnement qui m'entourait. Le chant des oiseaux, le doux bruissement des feuilles dans le vent, tout semblait normal, mais l'agitation persistait. J'ai marché quelques minutes de plus, et puis j'ai remarqué quelque chose sur le sol. Empreinte.
Ils semblaient suivre les miens, marquant le même chemin que moi. J'ai été pris d'une vague de malaise. Je suis allé vers eux, essayant de les comparer avec les miens, et la ressemblance était indéniable. Ils étaient identiques, mais cela n'avait pas de sens. Les empreintes n'étaient pas profondes, et il semblait que quelque chose, ou quelqu'un, avait marché exactement au même rythme que moi. Mon instinct de survie a commencé à crier. À quoi étais-je confronté? Était-ce juste mon esprit qui me jouait des tours, ou y avait-il vraiment quelque chose là-bas? En regardant autour de moi, la peur s'est installée en moi. La forêt, qui semblait autrefois être un sanctuaire, est devenue un labyrinthe oppressant. Ce qui était autrefois des ombres amicales est devenu des visages cachés, et le vent, qui me semblait rafraîchissant, semblait murmurer de sombres secrets. Mon cœur battait la chamade et les empreintes de pas continuaient à me suivre. J'ai décidé qu'il valait mieux y retourner. Plus je m'éloignais du point de départ, plus l'inconfort devenait intense. J'ai essayé d'accélérer le rythme, mais les empreintes ont continué à chevaucher les miennes, toujours là, comme une ombre. À chaque mouvement, je sentais une présence, un observateur invisible qui était d'un pas derrière moi. C'était quoi ça? Un animal? Un autre randonneur? Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Le sentier m'a semblé plus long sur le chemin du retour. L'air devenait plus lourd à chaque pas que je faisais. Le bruit de quelque chose qui bougeait au loin me fit m'arrêter à nouveau. Debout là, au milieu d'arbres gigantesques, la peur lui montait comme un frisson dans le dos. Qu'y avait-il au fond de la forêt, dans les ombres qui s'étendaient sous la canopée? Il était facile de se perdre dans cette immensité, et une partie de moi a commencé à se demander si je voulais vraiment en sortir. Mais il n'y avait aucun moyen de rester. La peur de rester dans cette forêt devenait insupportable. Tandis que je marchais, les empreintes de pas continuaient à me suivre, comme si j'étais poursuivi par une présence que je ne pouvais pas voir. L'adrénaline était élevée et je n'arrivais pas à penser clairement. Que s'était-il passé? Comment quelque chose d'aussi simple était-il devenu si terrifiant? Quand j'ai atteint un point que j'ai reconnu, le soulagement a commencé à s'insinuer, mais un sentiment étrange persistait toujours. Les empreintes étaient toujours là. En m'approchant de la voiture, j'ai remarqué que les marques qui me suivaient étaient plus proches, comme si quelqu'un attendait. L'idée que quelqu'un puisse me regarder est devenue écrasante. J'ai regardé en arrière une dernière fois avant de monter dans le véhicule, et pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de bruit de pas. Un silence de mort s'empara de lui. Je suis monté dans la voiture et j'ai verrouillé les portes, filant à toute vitesse sur la route sinueuse qui m'emmènerait loin de cette forêt. L'envie de regarder en arrière était intense, mais je me suis forcé à garder les yeux sur la route. Cependant, lorsque j'ai quitté la forêt, un sentiment de malaise s'est installé au fond de mon esprit. Je n'avais pas vu qui ou quoi me suivait. Les empreintes de pas, bien qu'elles semblaient être sur le même sentier, étaient un mystère que je ne pouvais pas résoudre. Que se serait-il passé si j'avais exploré davantage? S'il avait suivi ce chemin inconnu jusqu'au bout? Je suis rentré à la maison, et bien que le refuge familial m'ait offert du réconfort, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé en moi. La forêt m'avait marqué, et maintenant j'avais l'impression qu'un morceau de ces ténèbres s'était infiltré dans ma vie. J'ai commencé à regarder le monde différemment. Même dans les rues animées de la ville, il y avait des moments où je me sentais observé, comme si les ombres de la forêt noire m'entouraient encore. Je n'ai plus jamais marché seul. Chaque fois que je pensais à aller me promener, le souvenir de cette expérience remontait à la surface, et la peur se mêlait à une curiosité insatiable. Que s'était-il réellement passé pendant ces heures où j'étais suivi? Était-ce une ruse de l'esprit? Ou y avait-il vraiment quelque chose là-bas, quelque chose qui se cachait dans l'ombre de la forêt? Dans les jours qui ont suivi, les empreintes ont continué à me hanter. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai été réveillé par un bruit. Le son était subtil mais reconnaissable, des bruits de pas. Ils résonnaient dans mon esprit comme s'ils se rapprochaient de plus en plus. Je me suis réveillé brusquement, et l'obscurité de ma chambre me semblait plus lourde, comme si l'ombre de la forêt noire avait envahi mon espace sûr.
Pendant des semaines, j'ai évité toute activité qui me mènerait dans des zones isolées. Marcher dans la ville est devenu une expérience inconfortable, et les rues qui m'apportaient la paix me semblaient maintenant étranges et menaçantes. Le travail, qui était auparavant une source de stress, était maintenant une distraction bienvenue, un moyen de me tenir à l'écart de mes propres pensées. Mais même au bureau, le sentiment que quelque chose me regardait ne me quittait pas. Finalement, j'ai décidé d'affronter mes peurs. Un matin, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné en Forêt-Noire. C'était une décision risquée, je le savais, mais je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de l'incertitude. Si quelque chose me suivait vraiment, j'avais besoin de comprendre ce que c'était. Cette fois-ci, je me suis mieux préparé. J'ai pris une lampe de poche, une boussole et bien sûr, une carte que je me suis promis d'utiliser. Lorsqu'il s'est garé, l'air était froid et lourd, et les arbres semblaient plus grands qu'ils ne s'en souvenaient. Le silence était absolu, mais c'était le silence qui m'attirait. J'ai commencé à marcher sur le même sentier, ressentant chaque pas comme un poids dans mon esprit. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver? La réponse à une question à laquelle on n'a peut-être pas trouvé de réponse. Au fur et à mesure qu'il progressait, la même peur a commencé à émerger. Les pas étaient de retour, cette fois plus clairs. Je n'ai pas regardé en arrière. Les empreintes de pas étaient là, toujours derrière moi, comme une ombre insistante. À chaque pas, le cœur battait plus vite et la tension grandissait comme un fil sur le point de se rompre. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais plus l'ignorer. Dans un moment de courage, je me suis retourné rapidement, tenant la lampe de poche devant mon corps. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver? Un animal? Une personne? Ce que j'ai vu, c'est une figure. Elle était au loin, cachée à l'ombre des arbres. Je ne pouvais pas distinguer les traits, mais il y avait une présence qui émanait d'elle, un sentiment de reconnaissance qui m'a fait grincer des dents. Je n'étais pas seul. Incapable de réfléchir, j'ai commencé à courir, l'adrénaline me traversant le corps. Les arbres passèrent vite et je sentis les pas me suivre, plus proches qu'auparavant. Finalement, j'ai atteint la route et je n'ai pas regardé en arrière. La voiture était dans une frénésie de mouvement et la forêt est devenue floue autour de moi. Le sentiment de soulagement lorsqu'elle est montée dans la voiture a été éclipsé par le souvenir de cette présence. Qu'est-ce qui était derrière moi? Qu'avais-je laissé derrière moi? Je suis rentré chez moi une fois de plus, mais maintenant, il y avait une nouvelle compréhension en moi. La Forêt-Noire était plus qu'un lieu, c'était un état d'esprit, une partie de moi qui ne pouvait jamais s'effacer. Ce à quoi j'avais été confronté était une manifestation de ma propre peur, un reflet des incertitudes que je portais en moi. Chaque pas que je faisais, chaque ombre que je rencontrais, me rappelait que la vie est pleine de mystères et qu'il faut parfois faire face à l'inconnu. J'ai toujours les souvenirs de la forêt sur moi, mais ils ne sont plus un fardeau. Au lieu de cela, ils nous rappellent qu'il y a de la beauté dans l'obscurité et que même les peurs les plus profondes peuvent se transformer en quelque chose qui nous rend plus forts. La Forêt-Noire m'a appris à embrasser l'inconnu, à accepter que même au milieu de la confusion, il y aura toujours un moyen d'avancer. Après tout, que sommes-nous si ce n'est la somme de nos expériences, les empreintes que nous avons laissées derrière nous et celles que nous devons encore fouler? Je ne devrais pas le dire, mais il y a une certaine ironie dans la décision d'Alec Thompson de chercher la paix dans un endroit aussi hostile que les montagnes de Cairngorms. C'est presque poétique. Un homme obsédé par le contrôle, essayant de s'échapper dans un environnement qu'il ne pourra jamais contrôler. La nature a cette façon cruelle de vous rappeler votre petitesse. Et Alec, malgré toute son arrogance commerciale, était sur le point de la prendre à ses dépens. Le sentier semblait facile au début. Alec avait méticuleusement planifié chaque détail de sa promenade. Il a quitté son bureau londonien pour passer une semaine dans les Highlands écossais, loin des appels téléphoniques, des contrats et des négociations. Il y avait quelque chose de presque primitif dans l'idée de se déconnecter, de revenir à l'essentiel, comme si la nature était un antidote à son esprit surchargé. Alec était doué pour la planification.
Ce qu'il n'a pas considéré, c'est que la nature ne se soucie pas de ses plans. Le début du sentier a été étonnamment agréable. L'air en Écosse était frais, assez froid pour qu'Alec resserre sa veste, mais revigorant. Il a escaladé des montagnes, traversé des ruisseaux cristallins et suivi les panneaux et les balisages des sentiers avec confiance. Le bruit de sa respiration rythmée était la seule compagnie dont il avait besoin. Au fil du temps, son esprit a commencé à se libérer des chaînes du travail et il s'est permis de profiter du moment. Chaque pas semblait être un accomplissement, une distance par rapport au chaos de la vie professionnelle. Ce n'est qu'après le déjeuner qu'Alec s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le sentier, autrefois clairement balisé, commençait à disparaître sous ses pieds. La végétation se densifie, les arbres, autrefois clairsemés, deviennent géants, avec de larges troncs et des branches qui bloquent la lumière. Il regarda la carte en papier qu'il avait dans sa poche, quelque chose qu'il n'avait pas consulté depuis le début. Il était inutile d'indiquer où il se trouvait. Cela n'avait pas de sens, il était sûr qu'il allait dans la bonne direction. Mais la certitude est une chose perfide. Alec continua à marcher, se convainquant qu'il trouverait bientôt un point de repère familier. Les heures passèrent, et le sentiment tenace d'être perdu commença à se presser dans son esprit. Chaque arbre avait l'air identique au précédent, comme s'il était coincé dans un cycle répétitif, marchant sur place. La première fois qu'il entendit les bruits de pas, il crut que son esprit lui jouait des tours. Le vent dans les arbres, peut-être, mais les sons continuaient, persistants, ce qui le poussait à accélérer son rythme, et finalement à s'arrêter pour mieux écouter. Quand il s'arrêta, le son cessa aussi. Et comme il reprenait sa marche, le bruit l'accompagnait, comme une ombre se déplaçant entre les arbres, gardant une distance de sécurité. Il a appelé, crié, essayant de se convaincre qu'il n'était qu'un randonneur comme les autres, peut-être quelqu'un qui pourrait le ramener sur le bon chemin. Mais personne n'a répondu. Le bruit des pas continuait, sans hâte, sans urgence, mais indéniablement présent. La panique commença à s'insinuer dans la colonne vertébrale d'Alec. Il a sorti son téléphone, non pas pour demander de l'aide, le signal était inexistant, mais comme une source de lumière pour essayer de comprendre ce qu'il y avait autour. La nuit a commencé à tomber, et l'obscurité des forêts de Cairngorms est absolue, presque suffocante. Il regarda par-dessus son épaule, espérant trouver quelque chose. Rien. Seuls les grands arbres silencieux, immobiles, gardiens d'un secret qu'il ne pouvait pas percer. Tournant en rond, telle fut la conclusion qui finit par frapper son esprit en lambeaux. Le terrain, qui était censé être accidenté et imprévisible, a soudainement ressemblé à une répétition continue. Il reconnut un arbre au tronc fourchu qu'il jurait avoir dépassé auparavant. Même le son du courant, qui semblait d'abord lointain, a commencé à s'éloigner de plus en plus d'une manière qui n'avait pas de sens, comme s'il s'agissait autour de lui. Le bruit des pas devint plus fréquent. Rapproche. Alec arrêta d'essayer de trouver la piste et commença à courir, pas dans une direction spécifique, juste en courant. Les arbres étaient flous autour de lui, et le terrain le faisait trébucher et tomber plusieurs fois. Son souffle devint plus court, et son cœur battit dans sa poitrine, mais le bruit des pas ne diminua pas. Celui qui était là ne courait pas, mais le suivait simplement, patiemment, comme s'il savait qu'Alec serait le premier à se fatiguer. Dans un moment de désespoir, Alec s'arrêta. Il se retourna brusquement, la lampe de poche tremblant dans ses mains. « Qui est là » a-t-il crié, sa voix résonnant à travers les arbres comme un écho vide. Pas de réponse. Juste le silence. Le genre de silence qui est plus terrifiant que n'importe quel bruit ne pourrait jamais l'être. C'est à ce moment-là qu'Alec commença à se demander s'il n'était pas en train de perdre la raison. Peut-être qu'il n'y avait personne, et que la peur elle-même jouait avec son esprit. Mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être observé, surveillé, comme si la forêt elle-même conspirait contre lui. Il rampa jusqu'à une clairière où le ciel nocturne s'ouvrait. Les étoiles étaient là, mais elles semblaient lointaines, presque inaccessibles. C'est là, les jambes tremblantes et les poumons suppliants de l'air, qu'Alec réalisa une chose. Il était seul. Absolument, complètement, inéluctablement seul. Et d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui l'a suivi, le savait. Il n'a pas dormi cette nuit-là.
assis contre un arbre, le corps trop épuisé pour continuer, mais l'esprit incapable de s'éteindre, il attendit que le matin arrive, espérant désespérément que la lumière du jour dissiperait ce qui se cachait. Lorsque le soleil s'est enfin levé, il s'est forcé à se lever et, miraculeusement, a trouvé un sentier non loin de la clairière. Il semblait impossible qu'il soit si près, comme si la forêt jouait avec lui. Il revint sur ses pas, d'un pas lent mais déterminé. Quand il est finalement sorti des bois, ce n'était pas le même homme qui était entré. Quelque chose avait changé. Le silence, les bruits de pas, le sentiment d'être chassé par quelque chose d'invisible, ces souvenirs étaient ancrés dans son esprit. Alec retourna à sa vie à Londres, mais l'œuvre n'avait plus le même attrait. La forêt lui avait montré quelque chose, son impuissance, sa vulnérabilité. Et même s'il ne l'a jamais admis à haute voix, il savait que quoi qu'il y ait ce soir-là, j'attendais toujours. Je m'appelle Martha Rodriguez, et après 25 ans d'enseignement de la biologie à des adolescents qui se soucient à peine de la différence entre une fougère et un chêne, j'ai décidé que je devais renouer avec ce qui m'a vraiment amené à choisir ce métier, la nature. La salle de classe était devenue une prison de béton où la routine écrasait toute inspiration que je pouvais encore avoir. Mon corps demandait de l'air frais, de l'espace, du silence, quelque chose qui me ferait me sentir à nouveau vivante. Et c'est ce qui m'a amené au parc national de Yosemite. Lors de la planification du voyage, je savais que je ne me contenterais pas des sentiers touristiques et achalandés. J'avais besoin de quelque chose de plus profond, de presque intact. La chance de voir une plante rare qui poussait sur les pentes les plus reculées des cascades de Yosemite était l'excuse parfaite pour m'immerger au cœur de cet endroit. C'était exactement ce que je recherchais, un défi solitaire, quelque chose qui me permettrait de me perdre dans l'immensité de la nature et qui sait, de me retrouver. J'ai choisi un sentier méconnu, presque abandonné, guidé par un instinct de retrait. Mes bottes s'enfonçaient doucement dans le sol humide, l'odeur des pins et de la terre fraîche emplissait l'air, tandis que le bruit des cascades au loin m'accompagnait, m'invitant. Elle était seule, comme elle le voulait. Le bruit lointain des chutes d'eau m'attira comme un aimant, et j'avançais, chaque pas m'éloignant plus profondément du monde civilisé. Après des heures de marche, j'ai trouvé la cascade que je cherchais. La vue était spectaculaire. Le soleil perçait les nuages clairsemés, illuminant les gouttes qui s'élançaient dans le vide avant d'entrer en collision avec les rochers en contrebas, créant un brouillard dense et frais. C'était là que l'usine devait être. J'ai laissé glisser le sac à dos de mes épaules et j'ai commencé à explorer la région à la recherche de la flore qui m'y avait amené. C'est là que c'est arrivé. Le sol autour de la cascade était glissant, et dans un moment d'insouciance, j'ai marché sur un rocher humide couvert de mousse. Le bruit de l'eau couvrait la fissure sèche, mais je le sentais clairement. Ma cheville s'est tordue d'une manière qu'elle n'aurait pas dû, et je suis tombé de tout mon poids. La douleur était immédiate et atroce, irradiant le long de ma jambe. J'ai essayé de me relever, mais ma cheville a gonflé presque instantanément, rendant tout mouvement impossible. J'ai regardé autour de moi, à la recherche d'une solution. J'étais seul, très loin de tout sentier connu, sans signal de téléphone portable et sans possibilité de marcher. Sentant une vague de désespoir me submerger, j'ai décidé de traîner mon corps vers un endroit plus sec et plus protégé. C'est alors que, parmi la végétation dense et à demi cachée par le brouillard de la cascade, je l'ai aperçue, une structure ancienne et usée, partiellement avalée par les plantes environnantes. Une cabine. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait une cabane là-bas, au milieu de nulle part, sur un sentier pratiquement inconnu. Avec effort, j'ai rampé vers elle, mon corps en feu de douleur. Le bois grinçait sous mon poids, mais il me semblait assez solide pour m'abriter. À l'intérieur, l'odeur de moisi était forte, mais l'endroit était étonnamment propre. Il y avait un lit rustique recouvert de ce qui ressemblait à une vieille couverture intacte. Sur une petite table en bois, j'ai trouvé des bidons de nourriture et une bouteille d'eau encore pleine. À côté du lit, une cheminée avec une poignée de cendres récentes. Celui qui avait utilisé cet endroit
ne l'avait pas fait depuis longtemps. La douleur à ma cheville pulsait de plus en plus fort, et la nuit commençait à tomber. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé d'y passer la nuit. J'ai essayé de ne pas penser au fait que quelqu'un ou quelque chose pourrait revenir. Peut-être que le propriétaire de la cabane était à proximité, et si j'avais de la chance, il pourrait m'aider. Mais le silence de la nuit, à l'exception du grondement lointain de la cascade, semblait m'indiquer le contraire. Dans l'obscurité, j'ai commencé à remarquer de petits détails. La cheminée avait été utilisée récemment. L'air sentait la fumée faible et familière. Sur la table, une radio portable. J'ai pris la radio et j'ai essayé de l'allumer. À ma grande surprise, cela a fonctionné. L'électricité statique a rempli l'air et pendant un instant, j'ai cru que j'étais seul jusqu'à ce qu'une voix me réponde. « Qui est là ?» La voix semblait proche, mais étrangement distante en même temps. « Je m'appelle Martha, je suis à Yosemite Park, je me suis blessé à la cheville et je suis coincé dans une cabane. J'ai besoin d'aide. » La réponse a pris un certain temps, mais elle est finalement arrivée, accompagnée d'une étrange interférence. « Cabane ? Il n'y a pas de cabine dans la région où vous vous trouvez. Personne n'y a vécu depuis des décennies. » J'étais paralysé. Cela n'avait pas de sens. L'endroit semblait avoir été habité pendant une courte période et les approvisionnements étaient intacts. J'ai argumenté, mais la voix à la radio a répété fermement. « Il n'y a personne là-bas. Nous sommes en route, tenez bon. » La nuit fut un tourbillon de pensées et de peur. J'étais immobile, épuisé et froid, mais quelque chose de bien pire commençait à me consumer. Le sentiment qu'elle n'était pas seule. De petits bruits, le bruissement des feuilles, le vent qui souffle, quelque chose qui frôle les murs extérieurs de la cabane. Chaque son semblait plus fort que le précédent, comme si quelque chose tournait autour, observant. Quand l'aube est enfin venue, la radio a de nouveau grésillé. « Nous sommes proches, ne bougez pas de l'endroit. » Je me sentais soulagé, mais quelque chose me dérangeait encore. La cabine avait l'air différent à la lumière du jour. Plus petit, plus décadent, comme s'il avait rétréci. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les fournitures, les boîtes de conserve, la couverture, tout avait l'air plus vieux, plus poussiéreux. C'était comme si le lieu s'était transformé pendant la nuit. Quand les sauveteurs sont arrivés, ils étaient sceptiques quant à ce que j'avais trouvé. Ils ont vérifié la hutte, mais il ne semblait pas y avoir de traces récentes d'habitation. Tout semblait avoir été abandonné depuis longtemps. Quand j'ai commenté à la radio, ils m'ont regardé en silence, ne comprenant pas comment cela avait pu fonctionner dans un endroit aussi éloigné et sans électricité. J'ai été sorti de la forêt, mais le sentiment que quelque chose me suivait ne m'a jamais quitté. Et la question qui me tourmente encore est la suivante. Qui ou quoi était dans cette cabine avec moi ? Le bruit du vent dans le nord de la Norvège a quelque chose de primitif, quelque chose que, au début, vous ne percevez pas comme étrange. Le froid traverse la peau, il traverse les couches de vêtements, mais c'est le vent qui hante. Il chante parmi les arbres, chuchote des secrets que vous êtes programmé pour ignorer, ou du moins c'est ce que je pensais. Je m'appelle Ingrid Dahl. À 29 ans, je suis climatologue, avec plus de 10 missions de terrain dans des lieux isolés. Mais rien ne m'a préparé à la forêt du Finnmark. Lorsque j'ai relevé le défi d'installer des capteurs météorologiques dans cette région reculée du nord de la Norvège, cela m'a semblé être l'occasion idéale de collecter des données essentielles sur les conditions météorologiques de l'Arctique. Je savais que le travail impliquerait de l'isolement, mais j'avais confiance en mon expérience et en ma capacité à rester concentré. L'hélicoptère m'a déposé dans une clairière serrée au milieu des arbres, en me promettant de revenir dans 5 jours, le temps de terminer l'installation des capteurs. Je savais qu'il n'y aurait pas de communication avec le monde extérieur, car la zone était notoirement non signalée. Tout ce que j'avais, c'était une radio d'urgence. Mais jusque-là, je n'en avais jamais eu besoin. Le premier jour a été calme. Un lourd silence, rompu seulement par le vent qui soufflait à travers la cime des arbres et le craquement de la neige sous mes pieds. Les températures étaient inférieures au point de congélation, mais j'étais préparé à cela.
Ce qui me dérangeait, ce n'était pas le froid, c'était l'absence de toute vie. La forêt semblait vide, comme si l'hiver lui-même avait gelé non seulement la terre, mais tout ce qui l'habitait. À la fin de la deuxième journée, alors que j'installais le troisième capteur, j'ai senti quelque chose d'étrange dans l'air, un murmure. Faible au début, presque impossible à distinguer du bruit du vent qui traversait les arbres. Ignoré. C'était juste l'écho des rafales, n'est-ce pas? J'ai continué à travailler, même si une petite partie de moi sentait que quelque chose n'était pas à sa place. Le troisième jour, le vent a commencé à me parler. Je ne parle pas de métaphores, de voix intérieures ou de folie subjective. C'étaient des mots, des sons formés, presque comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de communiquer dans l'air glacial. Le murmure s'intensifia à mesure que j'approchais de la zone la plus dense de la forêt. Le sentiment était insupportable, comme s'il était observé. Au début, j'ai cru que le manque de contact humain me touchait, que l'isolement avait enfin commencé à peser sur mon esprit. J'ai essayé de l'ignorer. Pendant la nuit, le vent semblait danser autour de mon abri temporaire, tourbillonnant selon des motifs impossibles à prévoir. Les rafales frappaient violemment les murs de mon petit campement, et les chuchotements, ces mots étranges, résonnaient maintenant sur un ton plus fort, comme s'ils voulaient être entendus. Quand je me suis enfin endormi, j'étais tourmenté par d'étranges rêves, de silhouettes sans visage marchant dans la forêt, guidées par quelque chose d'invisible et d'imposant. Le quatrième jour, l'orage que j'avais redouté commença à s'amonceler à l'horizon. Un mur de neige et de vent se profilait, promettant de me piéger dans les bois plus longtemps que prévu. Le bruit du vent s'intensifia à mesure que la tempête approchait, et avec lui, les chuchotements devinrent plus clairs. Il était impossible de continuer à l'ignorer. J'avais déjà terminé l'installation de 4 des 5 capteurs lorsque les chuchotements sont devenus assourdissants. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'anormal. J'ai commencé à croire que le vent non seulement me regardait, mais essayait de me guider. C'était une vocation. Il voulait que j'aille quelque part. Mais où? La panique grandissait à chaque pas et le sentiment de ne pas être seul m'étouffait. En fin d'après-midi, j'ai décidé de suivre le son. Contre toute ma formation, tout bon sens, je me suis laissé guider par mon instinct. À chaque pas que je faisais, le vent s'intensifiait, non seulement en force mais en urgence, comme pour me montrer quelque chose de caché au fond de la forêt. La forêt du Finnmark est une jungle blanche, des arbres dénudés qui s'étendent sur des kilomètres. Mais ce soir, elle avait l'air différente. Comme si les arbres étaient vivants, penchés vers moi, guidés par le vent. Le son est devenu si fort que je ne pouvais plus distinguer les mots, mais quelque chose au fond de mon esprit comprenait. Il m'a guidé vers une clairière que je n'avais pas remarquée auparavant. Un cercle parfait d'arbres où le vent s'est arrêté de souffler pendant un moment. Un calme inquiétant. Au centre de la clairière se trouvait une ancienne pierre tombale, presque entièrement enterrée par la neige, avec des inscriptions qui semblaient trop anciennes pour être déchiffrées. Cela avait été là pendant des siècles, peut-être des millénaires. Et soudain, j'ai compris. Le vent ne se contentait pas de chuchoter, il demandait à être libéré, pour être entendu. Je suis resté immobile, sentant une connexion entre le vent et ce rocher. J'ai ressenti une force ancestrale, une entité qui n'appartenait pas à notre monde, piégée là pour ce qui m'a semblé une éternité. J'ai voulu m'enfuir, mais quelque chose m'a arrêté. La voix dans le vent retentit, satisfait. Comme si, en le rencontrant, j'avais rempli un rôle dont je ne savais même pas qu'il était de ma responsabilité. Mais la tempête était plus proche que je ne l'imaginais. Le vent s'est levé, hurlant avec une force qui m'a presque renversé. C'était comme si l'entité se révélait, prenant la forme d'une tempête féroce, prête à engloutir tout ce qui l'entourait. Je suis retourné à mon campement, le cœur battant à tout rompre, le bruit du vent rugissant dans mes oreilles. Lorsque la tempête a finalement frappé mon abri, je ne savais plus si je fuyais les intempéries ou autre chose. J'ai passé la nuit éveillé, à écouter le vent dehors, maintenant mêlé au son de cris lointains, résonnant dans l'obscurité. Quand l'hélicoptère est finalement revenu le 5e jour, j'étais épuisé mais vivant. J'ai terminé ma mission, installé tous les capteurs. Mais quelque chose en moi a changé.
la forêt, le vent, ce point de repère. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que je n'aurais jamais dû rencontrer. J'ai quitté la forêt de Finnmark avec ma santé mentale intacte, ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais maintenant, chaque fois que le vent souffle autour de moi, j'ai l'impression qu'il essaye toujours de me dire quelque chose que je ne suis pas encore prêt à entendre. La forêt canadienne a toujours été une extension de moi-même. D'aussi loin que je me souvienne, le froid mordant de la Saskatchewan est familier, et pendant plus de 30 ans, j'ai été chasseur. Mais à 52 ans, il est difficile de se débarrasser d'une passion. Je m'appelle Jean-Claude Brunet, et bien que retraité, le besoin d'une dernière chasse m'a ramené sur la glace. Ce n'était pas une chasse ordinaire, ce serait le dernier. Le légendaire loup blanc, une ombre au fond de la forêt, quelque chose que j'avais toujours éludé, est devenu mon objectif. Les autres chasseurs m'ont dit que la bête était un mythe, une histoire pour effrayer les enfants. Mais je l'ai vu une fois, il y a de nombreuses années, ses yeux argentés brillant sous la pleine lune, provocateur. Cette vision ne m'a jamais quitté. Maintenant, vers la fin de ma carrière, j'étais déterminé à prouver que j'étais toujours capable de capturer le plus grand trophée de tous. C'était une question de fierté, une façon de montrer que l'âge n'avait pas diminué ma valeur en tant que chasseur. Avec mon fusil en remorque et un sac à dos léger avec suffisamment de provisions pour 2 jours, je suis parti seul vers la forêt. L'ancienne cabane, une construction en bois rustique et vieilli, m'a servi de point de départ. L'endroit avait des histoires, des murmures de chasseurs qui ont disparu sans laisser de traces. Cependant, j'ai toujours été sceptique à l'égard de ces histoires. C'étaient des histoires que les gens racontaient autour du feu de camp, et je n'ai jamais cru qu'une personne expérimentée comme moi puisse être l'une de ces victimes. Les premiers jours ont été normaux. L'air était pur, et le silence de la forêt apportait un sentiment de paix. Je savais où aller, les endroits où je chassais. Les empreintes de pas dans la neige et le chant des oiseaux me guidaient. Mais le 2e jour, une étrangeté a commencé à se manifester. En suivant les sentiers, j'ai commencé à remarquer des marques qui n'étaient pas les miennes. De grandes empreintes de pas profondes qui semblaient provenir d'un seul animal. Le sentiment que le loup était à proximité a commencé à envahir mon esprit. Je savais que ce n'était une question de temps avant que je ne le trouve. La journée s'écoulait lentement, et je suivais les marques avec l'espoir croissant que je me retrouverais bientôt face à face avec la créature qui m'avait fasciné pendant si longtemps. Cependant, au fur et à mesure que je progressais, quelque chose a commencé à me déranger l'esprit. Les empreintes ne ressemblaient pas à celles d'un loup qui s'enfuyait. Au contraire, il semblait provenir d'un loup qui me guidait, presque comme s'il me conduisait plus profondément dans les bois. Le soleil commençait à se coucher quand je trouvais le premier signe. Un camp, désolé et oublié. Des tentes déchirées et des restes d'équipements éparpillés dans la neige, comme si les occupants étaient partis à la hâte. Un frisson m'a parcouru l'échine quand j'ai réalisé que cet endroit avait été habité. J'étais prudent en m'approchant. Le vent mordant semblait porter des échos de voix du passé, et en examinant le camp, je me suis rendu compte que c'était comme si la forêt me regardait. Chaque pas que je faisais, chaque geste que je faisais, semblait résonner dans le silence oppressant. Il y avait des morceaux de nourriture non consommés et d'équipements de chasse laissés derrière, et un sentiment croissant que ceux qui étaient là n'étaient pas seulement des chasseurs, mais peut-être qu'ils étaient perdus dans l'immensité du désert glacé. Au fond de mon esprit, une voix murmurait que je n'étais pas le seul à être allé dans cette forêt à la recherche d'un trophée. Au bout d'un moment, j'ai quitté le campement, mais le sentiment d'inconfort ne m'a pas quitté. Les empreintes du loup continuaient à me guider, et à chaque pas, je réalisais que je n'étais plus seul. Chaque arbre semblait vivant, chaque ombre plus épaisse, et le soleil disparaissait rapidement, comme pour cacher les secrets de la forêt. Les marques sur la neige devenaient de plus en plus évidentes, et je me perdais dans un labyrinthe de pensées. Cette nuit-là, l'obscurité s'est abattue sur moi comme un lourd manteau.
J'ai décidé d'installer un petit campement dans une clairière que j'ai trouvée. J'ai allumé un feu, et la lumière dansante a semblé apporter un peu de réconfort. Mais même ainsi, le froid a pénétré ma peau, et le sentiment que quelque chose n'allait pas s'est accru à chaque instant. Le silence était palpable, je n'entendais que le crépitement du bois qui brûlait, et la solitude commençait à m'affecter. Les heures s'écoulèrent, et bientôt je me retrouvais anxieux, agité. Le hurlement d'un loup au loin fendait le silence comme un couteau. Mon cœur s'est emballé, et une poussée d'adrénaline m'a submergé. C'était la première fois que j'entendais ce son depuis mon arrivée. Le loup était proche, mais en même temps, quelque chose en moi a commencé à changer. Ce qui a commencé comme de l'excitation s'est rapidement transformé en un sentiment d'être observé. C'était comme si la forêt elle-même se cachait et me regardait. Au bout de quelques heures, j'ai pu dormir, mais non sans faire des rêves troublants. J'ai rêvé que j'étais poursuivi, non pas par un loup, mais par des ombres qui dansaient autour de moi. Je me suis réveillé avec le cœur qui battait la chamade et l'esprit confus. J'ai regardé autour de moi et tout semblait pareil. Les arbres se dressaient comme des sentinelles dans l'obscurité. Le deuxième jour a apporté son lot de nouvelles surprises. J'ai décidé de continuer la chasse, sentant que la présence du loup me guidait. Mais à chaque pas, la forêt devenait plus dense et les marques sur la neige plus évidentes. J'ai trouvé d'autres camps abandonnés, mais cette fois-ci, ils étaient différents. Les signes étaient plus inquiétants. Quelque chose s'était passé là-bas, des traces d'une bagarre, des effets personnels laissés derrière, et un sentiment de désespoir flottait dans l'air. Les arbres semblaient cacher des secrets, et à chaque nouvelle découverte, mon cœur battait plus vite. Des questions ont commencé à se poser. Où étaient ces chasseurs? Que leur était-il arrivé? Je ne voulais pas me laisser emporter par la peur, mais l'idée que je pourrais être la prochaine victime de la forêt a commencé à me tourmenter. Chaque ombre qui bougeait était un rappel qu'il n'était pas le bienvenu là-bas. C'est à la tombée de la nuit, alors que j'essayais de retourner à mon campement, que la véritable horreur s'est révélée. Le chemin qui m'avait autrefois semblé dégagé était maintenant recouvert d'une épaisse couche de neige, et les marques du loup, autrefois évidentes, devenaient floues et confuses. Le froid augmentait et l'obscurité semblait s'épaissir de minute en minute. Le silence était maintenant assourdissant, et je ne pouvais plus distinguer entre les bruits de la forêt et les échos de ma propre peur. Et puis j'ai entendu un hurlement se rapprocher. C'était profond et guttural, et ce n'était pas une simple vocation. C'était un message, un avertissement. Mon cœur battait la chamade et je ne pouvais plus ignorer la vérité. Le loup ne se contentait pas de me guider, il me chassait. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup. Je n'étais pas le chasseur, j'étais la proie. Désespéré, j'ai commencé à courir. La neige s'est enfoncée sous mes pieds, faisant de chaque pas un défi. Les arbres semblaient bouger, fermer le chemin derrière moi, et l'obscurité s'avançait comme une ombre implacable. La peur et l'adrénaline dominaient, et les marques dans la neige sont devenues un enchevêtrement déroutant, un labyrinthe dont je ne pouvais pas m'échapper. Chaque fois que je regardais en arrière, je ne voyais que l'obscurité. Mon instinct me dit que le loup était proche, et alors que j'essayais de trouver une issue, un sentiment d'impuissance commença à se répandre en moi. Ce que je considérais comme une tradition se transformait en cauchemar. Je n'étais plus le chasseur. J'étais un homme perdu dans un monde qui n'était plus le mien. La vue d'un autre camp abandonné m'a coupé le souffle. Mais ce que j'ai trouvé n'était pas un abri, c'était un avertissement. La neige avait recouvert la scène, mais à mesure que je m'approchais, la vue d'un feu éteint et de marques de griffes sur les arbres me fit comprendre que ceux qui avaient été là n'étaient que des ombres oubliées. Ce qui n'était qu'un rêve de chasse s'est transformé en cauchemar. Je n'avais nulle part où aller. La forêt semblait avoir une vie propre, et les ombres ont commencé à danser autour de moi. Le hurlement du loup était maintenant un chant de guerre qui résonnait dans mon esprit. Le désespoir s'empara de moi, et je ne savais plus si j'étais éveillé ou en train de rêver. La seule chose que je savais, c'est que j'étais perdu et que la forêt me consumait. Alors que je m'éloignais de ce camp, une pensée troublante a commencé à me hanter.
Et si je ne partais jamais? L'idée de devenir une autre victime de la forêt, un autre nom oublié dans une histoire de chasseurs disparus, était plus que je ne pouvais supporter. La panique grandit, et la lumière de la lampe de poche vacilla dans mes mains. J'ai décidé de rebrousser chemin, de courir là où ma mémoire me guidait, mais au fur et à mesure que je courais, le blizzard a commencé à s'intensifier. Le vent hurlait, comme si la forêt protestait contre ma présence. Le sentiment d'être observé augmentait, et je ne savais pas si c'était le loup ou la forêt elle-même qui me traquait. À ce moment-là, une ombre est apparue devant moi, une figure majestueuse et terrifiante, le loup blanc. Il resta là, avec ses yeux d'argent qu'il connaissait si bien, et pendant un bref instant, tout resta silencieux. Le temps s'est arrêté. En regardant dans les yeux du loup, j'avais l'impression d'être jugé, comme si on me rappelait toutes les erreurs que j'avais commises dans la vie, toutes les fois où j'avais été arrogant et n'avais pas tenu compte des avertissements de la nature. La forêt se refermait autour de moi, et je savais qu'il était trop tard. Le loup n'était pas là pour m'attaquer. Il était un gardien, et j'étais l'intrus. Le désespoir s'empara de moi, et à mesure que le loup s'approchait, le sentiment d'impuissance se transforma en acceptation. J'ai accepté qu'il s'agissait d'un homme perdu qui avait atteint la fin de la ligne. La dernière chose dont je me souviens, c'est du regard du loup, profond et sage. Le froid m'envahit et les ténèbres s'approfondissaient. Je me suis laissé aller. Le loup m'observa alors que je disparaissais dans l'ombre de la forêt, et le hurlement qui s'ensuivit résonna comme un chant d'adieu. Je ne suis plus un chasseur. Je ne suis qu'une ombre dans la forêt. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. La pression au bureau devenait insupportable, comme un poids énorme qui m'écrasait chaque jour. Le bruit incessant des téléphones qui sonnent, les discussions animées sur les projets et la demande constante de rapports me laissaient épuisé. C'était comme si la routine drainait l'essence de ma vie, m'étouffant lentement. En tant qu'ingénieur civil, je savais que la responsabilité de chaque projet me pesait. Mais ce n'était pas seulement le stress. C'était le sentiment d'être piégé dans un cycle sans fin. C'est ainsi que j'ai décidé que j'avais besoin de sortir, de m'évader vers un endroit où le monde moderne ne pouvait pas m'atteindre. La forêt noire en Allemagne a toujours été un endroit qui a piqué ma curiosité. Je me souviens d'avoir entendu des histoires sur la beauté de ces sentiers et la tranquillité qui se cachait sous l'épaisse canopée des arbres. C'était le refuge parfait que je cherchais. Avec un week-end de libre devant moi, j'ai fait mes valises avec mon sac à dos, de l'eau, des collations et, bien sûr, une carte que, honnêtement, je savais que je n'allais pas utiliser. Je me suis toujours fié à mon intuition lorsqu'il s'agissait de faire de la randonnée. Arrivé à l'entrée du sentier, j'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air frais et pur envahir mes poumons. La ville semblait être un monde lointain. La forêt noire s'étendait devant moi comme une invitation silencieuse, promettant la paix et la solitude. Il était excité et en même temps un peu nerveux. Après tout, je n'avais prévenu personne de mon sort. C'était une retraite personnelle, quelque chose juste pour moi, une évasion nécessaire. J'ai choisi un chemin moins fréquenté, un sentier que j'avais lu sur des forums de trekking, recommandé par d'autres randonneurs qui cherchaient aussi à se perdre dans l'immensité de la forêt. Lorsque je m'engageais dans le sentier, les arbres s'élevèrent tout autour de moi, immenses et imposants, tels les gardiens d'un ancien secret. Le bruit des feuilles sèches sous mes pieds était le seul bruit qui brisait le profond silence. J'étais enfin loin du stress, de la pression du travail, et cela m'a rempli d'un plaisir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Au fur et à mesure que je marchais, la tranquillité de la forêt a commencé à m'envahir. Le temps semblait ralentir, et chaque pas m'éloignait de ma vie quotidienne. Mais après quelques kilomètres, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Au début, j'ai pensé que c'était juste mes propres pas qui résonnaient dans le silence. Mais j'ai vite réalisé qu'il y avait quelque chose de plus. Des bruits de pas derrière moi. J'ai rapidement regardé par-dessus mon épaule, mais je n'ai rien vu, juste la végétation dense et les ombres projetées par les arbres. Me forçant à l'ignorer, je suis passé à autre chose,
Mais le sentiment que quelqu'un ou quelque chose était derrière moi n'a pas disparu. En fait, il semblait grandir. Je regardais une fois de plus, mais de nouveau il n'y avait rien. Le cœur battant, j'ai continué le long du sentier, essayant de me concentrer sur l'environnement qui m'entourait. Le chant des oiseaux, le doux bruissement des feuilles dans le vent, tout semblait normal, mais l'agitation persistait. J'ai marché quelques minutes de plus, et puis j'ai remarqué quelque chose sur le sol. Empreintes. Ils semblaient suivre les miens, marquant le même chemin que moi. J'ai été pris d'une vague de malaise. Je suis allé vers eux, essayant de les comparer avec les miens, et la ressemblance était indéniable. Ils étaient identiques, mais cela n'avait pas de sens. Les empreintes n'étaient pas profondes, et il semblait que quelque chose, ou quelqu'un, avait marché exactement au même rythme que moi. Mon instinct de survie a commencé à crier. À quoi étais-je confronté? Était-ce juste mon esprit qui me jouait des tours, ou y avait-il vraiment quelque chose là-bas? En regardant autour de moi, la peur s'est installée en moi. La forêt, qui semblait autrefois être un sanctuaire, est devenue un labyrinthe oppressant. Ce qui était autrefois des ombres amicales est devenu des visages cachés, et le vent, qui me semblait rafraîchissant, semblait murmurer de sombres secrets. Mon cœur battait la chamade et les empreintes de pas continuaient à me suivre. J'ai décidé qu'il valait mieux y retourner. Plus je m'éloignais du point de départ, plus l'inconfort devenait intense. J'ai essayé d'accélérer le rythme, mais les empreintes ont continué à chevaucher les miennes, toujours là, comme une ombre. À chaque mouvement, je sentais une présence, un observateur invisible qui était un pas derrière moi. C'était quoi ça? Un animal? Un autre randonneur? Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Le sentier m'a semblé plus long sur le chemin du retour. L'air devenait plus lourd à chaque pas que je faisais. Le bruit de quelque chose qui bougeait au loin me fit m'arrêter à nouveau. Debout là, au milieu d'arbres gigantesques, la peur lui montait comme un frisson dans le dos. Qu'y avait-il au fond de la forêt, dans les ombres qui s'étendaient sous la canopée? Il était facile de se perdre dans cette immensité, et une partie de moi a commencé à se demander si je voulais vraiment en sortir. Mais il n'y avait aucun moyen de rester. La peur de rester dans cette forêt devenait insupportable. Tandis que je marchais, les empreintes de pas continuaient à me suivre, comme si j'étais poursuivi par une présence que je ne pouvais pas voir. L'adrénaline était élevée et je n'arrivais pas à penser clairement. Que s'était-il passé? Comment quelque chose d'aussi simple était-il devenu si terrifiant? Quand j'ai atteint un point que j'ai reconnu, le soulagement a commencé à s'insinuer, mais un sentiment étrange persistait toujours. Les empreintes étaient toujours là. En m'approchant de la voiture, j'ai remarqué que les marques qui me suivaient étaient plus proches, comme si quelqu'un attendait. L'idée que quelqu'un puisse me regarder est devenue écrasante. J'ai regardé en arrière une dernière fois avant de monter dans le véhicule, et pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de bruit de pas. Un silence de mort s'empara de lui. Je suis monté dans la voiture et j'ai verrouillé les portes, filant à toute vitesse sur la route sinueuse qui m'emmènerait loin de cette forêt. L'envie de regarder en arrière était intense, mais je me suis forcé à garder les yeux sur la route. Cependant, lorsque j'ai quitté la forêt, un sentiment de malaise s'est installé au fond de mon esprit. Je n'avais pas vu qui ou quoi me suivait. Les empreintes de pas, bien qu'elles semblaient être sur le même sentier, étaient un mystère que je ne pouvais pas résoudre. Que se serait-il passé si j'avais exploré davantage? S'il avait suivi ce chemin inconnu jusqu'au bout? Je suis rentré à la maison, et bien que le refuge familial m'ait offert du réconfort, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé en moi. La forêt m'avait marqué, et maintenant j'avais l'impression qu'un morceau de ces ténèbres s'était infiltré dans ma vie. J'ai commencé à regarder le monde différemment. Même dans les rues animées de la ville, il y avait des moments où je me sentais observé, comme si les ombres de la forêt noire m'entouraient encore. Je n'ai plus jamais marché seul. Chaque fois que je pensais à aller me promener, le souvenir de cette expérience remontait à la surface, et la peur se mêlait à une curiosité insatiable. Que s'était-il réellement passé pendant ces heures où j'étais suivi? Était-ce une ruse de l'esprit? Ou y avait-il vraiment quelque chose là-bas
quelque chose qui se cachait dans l'ombre de la forêt. Dans les jours qui ont suivi, les empreintes ont continué à me hanter. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai été réveillé par un bruit. Le son était subtil mais reconnaissable, des bruits de pas. Ils résonnaient dans mon esprit comme s'ils se rapprochaient de plus en plus. Je me suis réveillé brusquement, et l'obscurité de ma chambre me semblait plus lourde, comme si l'ombre de la forêt noire avait envahi mon espace sûr. Pendant des semaines, j'ai évité toute activité qui me mènerait dans des zones isolées. Marcher dans la ville est devenu une expérience inconfortable, et les rues qui m'apportaient la paix me semblaient maintenant étranges et menaçantes. Le travail, qui était auparavant une source de stress, était maintenant une distraction bienvenue, un moyen de me tenir à l'écart de mes propres pensées. Mais même au bureau, le sentiment que quelque chose me regardait ne me quittait pas. Finalement, j'ai décidé d'affronter mes peurs. Un matin, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné en forêt noire. C'était une décision risquée, je le savais, mais je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de l'incertitude. Si quelque chose me suivait vraiment, j'avais besoin de comprendre ce que c'était. Cette fois-ci, je me suis mieux préparé. J'ai pris une lampe de poche, une boussole et bien sûr, une carte que je me suis promis d'utiliser. Lorsqu'il s'est garé, l'air était froid et lourd, et les arbres semblaient plus grands qu'ils ne s'en souvenaient. Le silence était absolu, mais c'était le silence qui m'attirait. J'ai commencé à marcher sur le même sentier, ressentant chaque pas comme un poids dans mon esprit. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver? La réponse à une question à laquelle on n'a peut-être pas trouvé de réponse. Au fur et à mesure qu'il progressait, la même peur a commencé à émerger. Les pas étaient de retour, cette fois plus clairs. Je n'ai pas regardé en arrière. Les empreintes de pas étaient là, toujours derrière moi, comme une ombre insistante. À chaque pas, le cœur battait plus vite et la tension grandissait comme un fil sur le point de se rompre. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais plus l'ignorer. Dans un moment de courage, je me suis retourné rapidement, tenant la lampe de poche devant mon corps. Qu'est-ce que je m'attendais à trouver? Un animal? Une personne? Ce que j'ai vu, c'est une figure. Elle était au loin, cachée à l'ombre des arbres. Je ne pouvais pas distinguer les traits, mais il y avait une présence qui émanait d'elle, un sentiment de reconnaissance qui m'a fait grincer des dents. Je n'étais pas seul. Incapable de réfléchir, j'ai commencé à courir, l'adrénaline me traversant le corps. Les arbres passèrent vite et je sentis les pas me suivre, plus proches qu'auparavant. Finalement, j'ai atteint la route et je n'ai pas regardé en arrière. La voiture était dans une frénésie de mouvement et la forêt est devenue floue autour de moi. Le sentiment de soulagement lorsqu'elle est montée dans la voiture a été éclipsé par le souvenir de cette présence. Qu'est-ce qui était derrière moi? Qu'avais-je laissé derrière moi? Je suis rentré chez moi une fois de plus, mais maintenant, il y avait une nouvelle compréhension en moi. La forêt noire était plus qu'un lieu, c'était un état d'esprit, une partie de moi qui ne pouvait jamais s'effacer. Ce à quoi j'avais été confronté était une manifestation de ma propre peur, un reflet des incertitudes que je portais en moi. Chaque pas que je faisais, chaque ombre que je rencontrais, me rappelait que la vie est pleine de mystères et qu'il faut parfois faire face à l'inconnu. J'ai toujours les souvenirs de la forêt sur moi, mais ils ne sont plus un fardeau. Au lieu de cela, ils nous rappellent qu'il y a de la beauté dans l'obscurité et que même les peurs les plus profondes peuvent se transformer en quelque chose qui nous rend plus forts. La forêt noire m'a appris à embrasser l'inconnu, à accepter que même au milieu de la confusion, il y aura toujours un moyen d'avancer. Après tout, que sommes-nous si ce n'est la somme de nos expériences, les empreintes que nous avons laissées derrière nous et celles que nous devons encore fouler? Je ne devrais pas le dire, mais il y a une certaine ironie dans la décision d'Alec Thompson de chercher la paix dans un endroit aussi hostile que les montagnes de Cairngorms. C'est presque poétique. Un homme obsédé par le contrôle, essayant de s'échapper dans un environnement qu'il ne pourra jamais contrôler. La nature a cette façon cruelle de vous rappeler votre petitesse. Et Alec, malgré toute son arrogance commerciale,
était sur le point de la prendre à ses dépens. Le sentier semblait facile au début. Alec avait méticuleusement planifié chaque détail de sa promenade. Il a quitté son bureau londonien pour passer une semaine dans les Highlands écossais, loin des appels téléphoniques, des contrats et des négociations. Il y avait quelque chose de presque primitif dans l'idée de se déconnecter, de revenir à l'essentiel, comme si la nature était un antidote à son esprit surchargé. Alec était doué pour la planification. Ce qu'il n'a pas considéré, c'est que la nature ne se soucie pas de ses plans. Le début du sentier a été étonnamment agréable. L'air en Écosse était frais, assez froid pour qu'Alec resserre sa veste, mais revigorant. Il a escaladé des montagnes, traversé des ruisseaux cristallins et suivi les panneaux et les balisages des sentiers avec confiance. Le bruit de sa respiration rythmée était la seule compagnie dont il avait besoin. Au fil du temps, son esprit a commencé à se libérer des chaînes du travail et il s'est permis de profiter du moment. Chaque pas semblait être un accomplissement, une distance par rapport au chaos de la vie professionnelle. Ce n'est qu'après le déjeuner qu'Alec s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le sentier, autrefois clairement balisé, commençait à disparaître sous ses pieds. La végétation se densifie, les arbres, autrefois clairsemés, deviennent géants, avec de larges troncs et des branches qui bloquent la lumière. Il regarda la carte en papier qu'il avait dans sa poche, quelque chose qu'il n'avait pas consulté depuis le début. Il était inutile d'indiquer où il se trouvait. Cela n'avait pas de sens, il était sûr qu'il allait dans la bonne direction. Mais la certitude est une chose perfide. Alec continua à marcher, se convainquant qu'il trouverait bientôt un point de repère familier. Les heures passèrent, et le sentiment tenace d'être perdu commença à se presser dans son esprit. Chaque arbre avait l'air identique au précédent, comme s'il était coincé dans un cycle répétitif, marchant sur place. La première fois qu'il entendit les bruits de pas, il crut que son esprit lui jouait des tours. Le vent dans les arbres, peut-être, mais les sons continuaient, persistants, ce qui le poussait à accélérer son rythme et finalement à s'arrêter pour mieux écouter. Quand il s'arrêta, le son cessa aussi. Et comme il reprenait sa marche, le bruit l'accompagnait, comme une ombre se déplaçant entre les arbres, gardant une distance de sécurité. Il a appelé, crié, essayant de se convaincre qu'il n'était qu'un randonneur comme les autres, peut-être quelqu'un qui pourrait le ramener sur le bon chemin. Mais personne n'a répondu. Le bruit des pas continuait, sans hâte, sans urgence, mais indéniablement présent. La panique commença à s'insinuer dans la colonne vertébrale d'Alec. Il a sorti son téléphone, non pas pour demander de l'aide, le signal était inexistant, mais comme une source de lumière pour essayer de comprendre ce qu'il y avait autour. La nuit a commencé à tomber, et l'obscurité des forêts de Cairngorms est absolue, presque suffocante. Il regarda par-dessus son épaule, espérant trouver quelque chose. Rien. Seuls les grands arbres silencieux, immobiles, gardiens d'un secret qu'il ne pouvait pas percer. Tournant en rond, telle fut la conclusion qui finit par frapper son esprit en lambeaux. Le terrain, qui était censé être accidenté et imprévisible, a soudainement ressemblé à une répétition continue. Il reconnut un arbre au tronc fourchu qu'il jurait avoir dépassé auparavant. Même le son du courant, qui semblait d'abord lointain, a commencé à s'éloigner de plus en plus d'une manière qui n'avait pas de sens, comme s'il s'agissait autour de lui. Le bruit des pas devint plus fréquent. Rapproche. Alec arrêta d'essayer de trouver la piste et commença à courir, pas dans une direction spécifique, juste en courant. Les arbres étaient flous autour de lui, et le terrain le faisait trébucher et tomber plusieurs fois. Son souffle devint plus court et son cœur battit dans sa poitrine, mais le bruit des pas ne diminua pas. Celui qui était là ne courait pas, mais le suivait simplement, patiemment, comme s'il savait qu'Alec serait le premier à se fatiguer. Dans un moment de désespoir, Alec s'arrêta. Il se retourna brusquement, la lampe de poche tremblant dans ses mains. « Qui est là » a-t-il crié, sa voix résonnant à travers les arbres comme un écho vide. Pas de réponse. Juste le silence. Le genre de silence qui est plus terrifiant que n'importe quel bruit ne pourrait jamais l'être. C'est à ce moment-là qu'Alec commença à se demander s'il n'était pas en train de perdre la raison. Peut-être qu'il n'y avait personne, et que la peur elle-même jouait avec son esprit.
Mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être observé, surveillé, comme si la forêt elle-même conspirait contre lui. Il rampa jusqu'à une clairière où le ciel nocturne s'ouvrait. Les étoiles étaient là, mais elles semblaient lointaines, presque inaccessibles. C'est là, les jambes tremblantes et les poumons suppliants de l'air, qu'Alec réalisa une chose. Il était seul. Absolument, complètement, inéluctablement seul. Et d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui l'a suivi, le savait. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Assis contre un arbre, le corps trop épuisé pour continuer, mais l'esprit incapable de s'éteindre, il attendit que le matin arrive, espérant désespérément que la lumière du jour dissiperait ce qui se cachait. Lorsque le soleil s'est enfin levé, il s'est forcé à se lever et, miraculeusement, à trouver un sentier non loin de la clairière. Il semblait impossible qu'il soit si près, comme si la forêt jouait avec lui. Il revint sur ses pas, d'un pas lent mais déterminé. Quand il est finalement sorti des bois, ce n'était pas le même homme qui était entré. Quelque chose avait changé. Le silence, les bruits de pas, le sentiment d'être chassé par quelque chose d'invisible, ses souvenirs étaient ancrés dans son esprit. Alec retourna à sa vie à Londres, mais l'œuvre n'avait plus le même attrait. La forêt lui avait montré quelque chose, son impuissance, sa vulnérabilité. Et même s'il ne l'a jamais admis à haute voix, il savait que quoi qu'il y ait ce soir-là, j'attendais toujours. Je m'appelle Martha Rodriguez, et après 25 ans d'enseignement de la biologie à des adolescents qui se soucient à peine de la différence entre une fougère et un chêne, j'ai décidé que je devais renouer avec ce qui m'a vraiment amené à choisir ce métier, la nature. La salle de classe était devenue une prison de béton, où la routine écrasait toute inspiration que je pouvais encore avoir. Mon corps demandait de l'air frais, de l'espace, du silence, quelque chose qui me ferait me sentir à nouveau vivante. Et c'est ce qui m'a amené au parc national de Yosemite. Lors de la planification du voyage, je savais que je ne me contenterais pas des sentiers touristiques et achalandés. J'avais besoin de quelque chose de plus profond, de presque intact. La chance de voir une plante rare qui poussait sur les pentes les plus reculées des cascades de Yosemite était l'excuse parfaite pour m'immerger au cœur de cet endroit. C'était exactement ce que je recherchais, un défi solitaire, quelque chose qui me permettrait de me perdre dans l'immensité de la nature et qui sait, de me retrouver. J'ai choisi un sentier méconnu, presque abandonné, guidé par un instinct de retrait. Mes bottes s'enfonçaient doucement dans le sol humide. L'odeur des pins et de la terre fraîche emplissait l'air, tandis que le bruit des cascades au loin m'accompagnait, m'invitant. Elle était seule, comme elle le voulait. Le bruit lointain des chutes d'eau m'attira comme un aimant, et j'avançais, chaque pas m'éloignant plus profondément du monde civilisé. Après des heures de marche, j'ai trouvé la cascade que je cherchais. La vue était spectaculaire. Le soleil perçait les nuages clairsemés, illuminant les gouttes qui s'élançaient dans le vide avant d'entrer en collision avec les rochers en contrebas, créant un brouillard dense et frais. C'était là que l'usine devait être. J'ai laissé glisser le sac à dos de mes épaules et j'ai commencé à explorer la région à la recherche de la flore qui m'y avait amené. C'est là que c'est arrivé. Le sol autour de la cascade était glissant et dans un moment d'insouciance, j'ai marché sur un rocher humide couvert de mousse. Le bruit de l'eau couvrait la fissure sèche, mais je le sentais clairement. Ma cheville s'est tordue d'une manière qu'elle n'aurait pas dû, et je suis tombé de tout mon poids. La douleur était immédiate et atroce, irradiant le long de ma jambe. J'ai essayé de me relever, mais ma cheville a gonflé presque instantanément, rendant tout mouvement impossible. J'ai regardé autour de moi, à la recherche d'une solution. J'étais seul, très loin de tout sentier connu, sans signal de téléphone portable et sans possibilité de marcher. Sentant une vague de désespoir me submerger, j'ai décidé de traîner mon corps vers un endroit plus sec et plus protégé. C'est alors que, parmi la végétation dense et à demi cachée par le brouillard de la cascade, je l'ai aperçue, une structure ancienne et usée, partiellement avalée par les plantes environnantes. Une cabine. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait une cabane là-bas, au milieu de nulle part, sur un sentier pratiquement inconnu.
Avec effort, j'ai rampé vers elle, mon corps en feu de douleur. Le bois grinçait sous mon poids, mais il me semblait assez solide pour m'abriter. À l'intérieur, l'odeur de moisi était forte, mais l'endroit était étonnamment propre. Il y avait un lit rustique recouvert de ce qui ressemblait à une vieille couverture intacte. Sur une petite table en bois, j'ai trouvé des bidons de nourriture et une bouteille d'eau encore pleine. À côté du lit, une cheminée avec une poignée de cendres récentes. Celui qui avait utilisé cet endroit ne l'avait pas fait depuis longtemps. La douleur à ma cheville pulsait de plus en plus fort, et la nuit commençait à tomber. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé d'y passer la nuit. J'ai essayé de ne pas penser au fait que quelqu'un ou quelque chose pourrait revenir. Peut-être que le propriétaire de la cabane était à proximité, et si j'avais de la chance, il pourrait m'aider. Mais le silence de la nuit, à l'exception du grondement lointain de la cascade, semblait m'indiquer le contraire. Dans l'obscurité, j'ai commencé à remarquer de petits détails. La cheminée avait été utilisée récemment. L'air sentait la fumée faible et familière. Sur la table, une radio portable. J'ai pris la radio et j'ai essayé de l'allumer. À ma grande surprise, cela a fonctionné. L'électricité statique a rempli l'air et pendant un instant, j'ai cru que j'étais seul jusqu'à ce qu'une voix me réponde. « Qui est là ?» La voix semblait proche, mais étrangement distante en même temps. « Je m'appelle Martha, je suis à Yosemite Park, je me suis blessé à la cheville et je suis coincé dans une cabane. J'ai besoin d'aide. » La réponse a pris un certain temps, mais elle est finalement arrivée, accompagnée d'une étrange interférence. « Cabane ? Il n'y a pas de cabine dans la région où vous vous trouvez. Personne n'y a vécu depuis des décennies. J'étais paralysé. Cela n'avait pas de sens. L'endroit semblait avoir été habité pendant une courte période et les approvisionnements étaient intacts. J'ai argumenté, mais la voix à la radio a répété fermement. « Il n'y a personne là-bas. Nous sommes en route, tenez bon. » La nuit fut un tourbillon de pensées et de peur. J'étais immobile, épuisé et froid, mais quelque chose de bien pire commençait à me consumer. Le sentiment qu'elle n'était pas seule. De petits bruits, le bruissement des feuilles, le vent qui souffle, quelque chose qui frôle les murs extérieurs de la cabane. Chaque son semblait plus fort que le précédent, comme si quelque chose tournait autour, observant. Quand l'aube est enfin venue, la radio a de nouveau grésillé. « Nous sommes proches, ne bougez pas de l'endroit. » Je me sentais soulagé, mais quelque chose me dérangeait encore. La cabine avait l'air différent à la lumière du jour. Plus petit, plus décadent, comme s'il avait rétréci. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les fournitures, les boîtes de conserve, la couverture, tout avait l'air plus vieux, plus poussiéreux. C'était comme si le lieu s'était transformé pendant la nuit. Quand les sauveteurs sont arrivés, ils étaient sceptiques quant à ce que j'avais trouvé. Ils ont vérifié la hutte, mais il ne semblait pas y avoir de traces récentes d'habitation. Tout semblait avoir été abandonné depuis longtemps. Quand j'ai commenté à la radio, ils m'ont regardé en silence, ne comprenant pas comment cela avait pu fonctionner dans un endroit aussi éloigné et sans électricité. J'ai été sorti de la forêt, mais le sentiment que quelque chose me suivait ne m'a jamais quitté. Et la question qui me tourmente encore est la suivante. Qui ou quoi était dans cette cabine avec moi ? Le bruit du vent dans le nord de la Norvège a quelque chose de primitif, quelque chose que, au début, vous ne percevez pas comme étrange. Le froid traverse la peau, il traverse les couches de vêtements, mais c'est le vent qui hante. Il chante parmi les arbres, chuchote des secrets que vous êtes programmé pour ignorer, ou du moins c'est ce que je pensais. Je m'appelle Ingrid Dahl. À 29 ans, je suis climatologue, avec plus de 10 missions de terrain dans des lieux isolés. Mais rien ne m'a préparé à la forêt du Finnmark. Lorsque j'ai relevé le défi d'installer des capteurs météorologiques dans cette région reculée du nord de la Norvège, cela m'a semblé être l'occasion idéale de collecter des données essentielles sur les conditions météorologiques de l'Arctique. Je savais que le travail impliquerait de l'isolement, mais j'avais confiance en mon expérience et en ma capacité à rester concentré. L'hélicoptère m'a déposé dans une clairière serrée au milieu des arbres,
en me promettant de revenir dans 5 jours, le temps de terminer l'installation des capteurs. Je savais qu'il n'y aurait pas de communication avec le monde extérieur, car la zone était notoirement non signalée. Tout ce que j'avais, c'était une radio d'urgence. Mais jusque-là, je n'en avais jamais eu besoin. Le premier jour a été calme. Un lourd silence, rompu seulement par le vent qui soufflait à travers la cime des arbres et le craquement de la neige sous mes pieds. Les températures étaient inférieures au point de congélation, mais j'étais préparé à cela. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas le froid, c'était l'absence de toute vie. La forêt semblait vide, comme si l'hiver lui-même avait gelé non seulement la terre, mais tout ce qui l'habitait. À la fin de la 2e journée, alors que j'installais le 3e capteur, j'ai senti quelque chose d'étrange dans l'air, un murmure. Faible au début, presque impossible à distinguer du bruit du vent qui traversait les arbres. Ignoré. C'était juste l'écho des rafales, n'est-ce pas? J'ai continué à travailler, même si une petite partie de moi sentait que quelque chose n'était pas à sa place. Le 3e jour, le vent a commencé à me parler. Je ne parle pas de métaphores, de voix intérieures ou de folie subjective. C'étaient des mots, des sons formés, presque comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de communiquer dans l'air glacial. Le murmure s'intensifia à mesure que j'approchais de la zone la plus dense de la forêt. Le sentiment était insupportable, comme s'il était observé. Au début, j'ai cru que le manque de contact humain me touchait, que l'isolement avait enfin commencé à peser sur mon esprit. J'ai essayé de l'ignorer. Pendant la nuit, le vent semblait danser autour de mon abri temporaire, tourbillonnant selon des motifs impossibles à prévoir. Les rafales frappaient violemment les murs de mon petit campement, et les chuchotements, ces mots étranges, résonnaient maintenant sur un ton plus fort, comme s'ils voulaient être entendus. Quand je me suis enfin endormi, j'étais tourmenté par d'étranges rêves, de silhouettes sans visage marchant dans la forêt, guidées par quelque chose d'invisible et d'imposant. Le 4e jour, l'orage que j'avais redouté commença à s'amonceler à l'horizon. Un mur de neige et de vent se profilait, promettant de me piéger dans les bois plus longtemps que prévu. Le bruit du vent s'intensifia à mesure que la tempête approchait, et avec lui, les chuchotements devinrent plus clairs. Il était impossible de continuer à l'ignorer. J'avais déjà terminé l'installation de 4 des 5 capteurs lorsque les chuchotements sont devenus assourdissants. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'anormal. J'ai commencé à croire que le vent non seulement me regardait, mais essayait de me guider. C'était une vocation. Il voulait que j'aille quelque part. Mais où? La panique grandissait à chaque pas et le sentiment de ne pas être seul m'étouffait. En fin d'après-midi, j'ai décidé de suivre le son. Contre toute ma formation, tout bon sens, je me suis laissé guider par mon instinct. À chaque pas que je faisais, le vent s'intensifiait, non seulement en force mais en urgence, comme pour me montrer quelque chose de caché au fond de la forêt. La forêt du Finnmark est une jungle blanche, des arbres dénudés qui s'étendent sur des kilomètres. Mais ce soir, elle avait l'air différente. Comme si les arbres étaient vivants, penchés vers moi, guidés par le vent. Le son est devenu si fort que je ne pouvais plus distinguer les mots, mais quelque chose au fond de mon esprit comprenait. Il m'a guidé vers une clairière que je n'avais pas remarquée auparavant. Un cercle parfait d'arbres où le vent s'est arrêté de souffler pendant un moment. Un calme inquiétant. Au centre de la clairière se trouvait une ancienne pierre tombale, presque entièrement enterrée par la neige, avec des inscriptions qui semblaient trop anciennes pour être déchiffrées. Cela avait été là pendant des siècles, peut-être des millénaires. Et soudain, j'ai compris. Le vent ne se contentait pas de chuchoter, il demandait à être libéré, pour être entendu. Je suis resté immobile, sentant une connexion entre le vent et ce rocher. J'ai ressenti une force ancestrale, une entité qui n'appartenait pas à notre monde, piégée là pour ce qui m'a semblé une éternité. J'ai voulu m'enfuir, mais quelque chose m'a arrêté. La voix dans le vent retentit, satisfait. Comme si, en le rencontrant, j'avais rempli un rôle dont je ne savais même pas qu'il était de ma responsabilité. Mais la tempête était plus proche que je ne l'imaginais. Le vent s'est levé, hurlant avec une force qui m'a presque renversé. C'était comme si l'entité se révélait,
prenant la forme d'une tempête féroce, prête à engloutir tout ce qui l'entourait. Je suis retourné à mon campement, le cœur battant à tout rompre, le bruit du vent rugissant dans mes oreilles. Lorsque la tempête a finalement frappé mon abri, je ne savais plus si je fuyais les intempéries ou autre chose. J'ai passé la nuit éveillé à écouter le vent dehors, maintenant mêlé au son de cris lointains, résonnant dans l'obscurité. Quand l'hélicoptère est finalement revenu le 5e jour, j'étais épuisé mais vivant. J'ai terminé ma mission, installé tous les capteurs. Mais quelque chose en moi a changé. La forêt, le vent, ce point de repère. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que je n'aurais jamais dû rencontrer. J'ai quitté la forêt de Finnmark avec ma santé mentale intacte, ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais maintenant, chaque fois que le vent souffle autour de moi, j'ai l'impression qu'il essaye toujours de me dire quelque chose que je ne suis pas encore prêt à entendre.